Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter le programme de prévention Garder l'équilibre. C'est un programme qui a été développé par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et qui est repris par Gérondif afin qu'on continue la diffusion. Pour vous présenter ce programme, nous sommes en compagnie de Marina Martinovski, qui est conseillère médicale auprès de l'ARS Île-de-France. Merci Anaïs. Donc effectivement, je suis chef de projet à l'Agence régionale de santé et à ce titre-là, j'ai piloté la réalisation du programme Garder l'équilibre. Donc qu'est-ce qu'une agence régionale de santé? Elle est chargée par le ministère de la Santé de décliner en région la politique nationale de santé publique afin, par exemple, de réguler l'accès à l'offre de soins, par exemple, à s'assurer qu'on est à moins de 30 minutes d'un service d'urgence, afin aussi d'assurer la veille et la sécurité sanitaire, par exemple vérifier qu'il n'y ait pas de microbes dans l'eau des piscines, etc. Elle est enfin chargée, bien entendu, d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et notamment de promouvoir des actions de prévention, comme veut l'être le programme Garder l'équilibre. Pour développer ce programme, l'Agence régionale de santé s'est associée à un prestataire, Medialis, représenté aujourd'hui par Nelly Ben Salem, Bonjour. à qui je laisse la parole. Oui, alors je suis Nelly Ben Salem, donc enseignante en activité physique adaptée, mais aussi chef de projet pour le cabinet Medialis. Alors Medialis est une entreprise du médico-social qui accompagne les acteurs et les entreprises publiques comme privées dans l'adaptation de leur offre au vieillissement de la société. Alors nous proposons de la co-conception, mais aussi de l'évaluation de services ou de solutions innovantes à destination des personnes en perte d'autonomie et à leurs aidants professionnels et familiaux. Donc voilà, je vous donne la parole, Madame Anaïs Clopet. Donc, je suis Anaïs Clopet-Fontaine, gériatre. La gériatrie, c'est la spécialité médicale qui prend en charge de façon globale les personnes âgées. Je suis chef de projet à Gérondif, le Gérontopôle d'Île-de-France. Donc, les Gérontopoles sont des pôles d'expertise en gériatrie et en gérontologie. L'objectif, c'est de rassembler tous les acteurs du vieillissement, les faire travailler ensemble dans un objectif ultime de promouvoir le bien vieillir. Pour cela, nous menons différents types d'actions. Cela passe par la recherche médicale, la recherche en sciences humaines et sociales, la recherche en éthique. Ça passe aussi par des évaluations, évaluation de nouvelles technologies, évaluation de nouvelles organisations, de nouveaux parcours de soins. Nous avons aussi des actions de formation pour diffuser les bonnes pratiques. Et enfin, nous menons des actions de prévention auprès du grand public, de lutte contre l'agisme, par exemple, c'est la discrimination liée à l'âge, ou des actions de prévention pour favoriser le bien vieillir. Et donc, c'est dans ce cadre que l'ARS nous a proposé de reprendre le programme Garder l'équilibre. Marina, est-ce que vous pouvez nous expliquer les circonstances qui ont conduit l'ARS à développer le programme Garder l'équilibre? En fait, l'ARS avait lancé il y a quelques années une campagne Parachute chargée de sensibiliser et au risque de chute grave et de prévenir ce risque des chutes graves auprès des équipes de professionnels de santé, des équipes en établissement de santé, en établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes porteuses de handicap, en service de soins infirmiers à domicile. Cette campagne a eu beaucoup de succès et il nous a semblé intéressant pour l'étape suivante, d'agir en amont et de lancer une campagne de prévention à l'usage de tout le monde, parce que tout le monde avance son âge finalement. Nous avons décidé de développer ce programme Garder l'équilibre auprès du grand public, avec comme enjeu d'abord de faire connaître ce programme. Ça a été une partie du projet, comment s'assurer qu'il serait diffusé, et surtout, comment nous assurer qu'il serait utilisé, intéressant pour ses utilisateurs potentiels et utile pour préserver l'équilibre, puisque c'était notre objectif. Donc, après les professionnels de santé, vous vouliez vous adresser au grand public. À qui, plus précisément, le programme s'adresse-t-il? Nous y avons réfléchi longuement et nous avons décidé finalement que ça s'adressait à tout le monde, ou plus exactement à toute personne capable de prendre un escalier. C'est-à-dire que c'est vraiment un programme de prévention. C'est pour des personnes valides qui prennent les escaliers, et quel que soit leur âge. Et comment est-ce que ce programme il a été conçu? Nous avons réuni un groupe projet pluri-institutionnel, c'est-à-dire que nous sommes associés des partenaires présentant différentes compétences et expertises, des médecins gériatres, des professionnels de la prévention, acteurs d'actions de terrain, un professeur des universités, Laurence Kern, que vous allez écouter tout à l'heure,
comme des utilisateurs potentiels, puisque ce programme étant adressé à tout le monde, il fallait le construire, le co-construire avec nos futurs utilisateurs, puisque, encore une fois, notre enjeu était qu'ils servent, qu'ils soient utilisés. Et par quoi est-ce que vous avez commencé? Nous avons réfléchi à qu'est-ce que nous voulions transmettre en priorité. Nous ne voulions pas être exhaustifs dans notre programme et apporter tout ce qui peut exister comme conseil de prévention de la perte d'équilibre. Il y en a trop. Donc, on a focalisé sur 3 messages essentiels. D'abord, monter et descendre les escaliers pour préserver ses capacités d'équilibre et éviter de tomber. Deuxièmement, prendre une supplémentation de vitamine D sur ordonnance médicale. Mais si jamais on tombe quand même, éviter de se casser, éviter les conséquences délétères d'une chute. Et enfin, alerter le médecin traitant en cas de chute. Si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui est tombé, lui rappeler que c'est important d'aller en parler à son médecin, que ce n'est pas si normal que ça et qu'il y a sûrement des choses à faire pour prévenir les facteurs de risque de chute, éviter que ça recommence. Et si ça recommence, éviter que ça n'ait des conséquences délétères. Donc une fois que vous avez identifié ces messages, comment est-ce que vous aviez décidé de les faire passer? Quel support est-ce que vous avez utilisé? Nous avons décidé de développer un site web et associé à une application mobile en accès libre et gratuit pour tous. Pour que tout le monde puisse l'utiliser, il fallait que ce soit facile. Donc pour ce faire, nous avons recruté à la suite d'un appel d'offres un prestataire, Medialis, associé à la société Naturalpad pour le développement numérique. Et nous avons consacré une partie du projet à l'identification et à l'évaluation de vecteurs de diffusion, c'est-à-dire par qui le faire connaître, comment diffuser son existence et comment faire en sorte qu'il soit utilisé, c'est-à-dire comment le rendre vraiment ludique et varié pour intéresser le plus de personnes possible. Donc, pour cela, nous nous sommes associés à des utilisateurs en co-construction pour, à chaque étape de développement, demander à des personnes qui ne sont pas spécialistes de la préservation de l'équilibre ou de la prévention des chutes, vérifier l'ergonomie des ressources qui étaient proposées et vérifier l'utilité. Est-ce qu'effectivement, ça leur permettait de se mettre en mouvement? Et donc en pratique, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme Garder l'équilibre? Ce programme Garder l'équilibre, finalement, est très riche de ressources. Vous pouvez trouver des jeux à télécharger, des tests d'évaluation de l'équilibre ou du risque de chute, des exercices simples à effectuer au quotidien, des conseils pratiques. C'est un portail, une vitrine vers des tas de ressources, soit développées par le groupe projet, soit fournies par des sites internet en lien avec ce programme. Sites qui ont été sélectionnés par le groupe projet de façon à avoir des informations essentielles, mais aussi valides. Par exemple, un site qui donne des adresses d'ateliers d'activité physique avec des horaires, il faut qu'ils soient à jour et qu'il ne s'agisse pas des ateliers qui étaient proposés l'année dernière. Vous pouvez y trouver aussi des trucs et astuces pour l'aménagement de votre maison, des vidéos explicatives sur le maintien de la forme et une application à télécharger qui fournit un jeu de randonnée virtuel qui va vous permettre de mesurer le nombre d'escaliers pris chaque jour. Bon, plutôt que de vous en parler plus longuement, je vous propose de voir 2 petites vidéos qui vont vous expliquer plus en détail comment se présente ce site et cette appli.
Vous avez fait 2 outils qui donnent vraiment envie de les utiliser. Merci beaucoup. Et Anaïs, vous qui êtes gériatre, pouvez-vous nous expliquer sur quoi repose l'équilibre et le mouvement? Alors, pour se mettre debout, pour garder l'équilibre et pour marcher, nous mobilisons un certain nombre de nos organes. Ça va passer par plusieurs étapes. La première, c'est l'analyse de notre environnement. Donc pour ça, nous allons utiliser nos yeux. La vision va nous renseigner sur notre position dans l'espace, sur les obstacles. Nous allons utiliser aussi l'audition. Donc on va pouvoir percevoir les signaux d'alarme sonore, par exemple. Et puis nous allons mettre en jeu des sens que l'on connaît moins. Dans l'oreille interne, on a un petit organe qui s'appelle le vestibule et qui donne des informations sur la position de notre corps et sur son mouvement. De la même façon, dans les articulations, on a des petits récepteurs qui renseignent le cerveau sur la position de nos membres. Ça, c'est la proprioception. C'est vraiment essentiel dans le maintien de l'équilibre. La plante des pieds joue un rôle également important parce qu'elle supporte le poids de notre corps et puis elle donne aussi des informations sur les appuis, sur le type de sol sur lequel nous marchons. Une fois que nos sens ont analysé l'environnement, ils vont transmettre les informations au cerveau. Celui-ci va les analyser, les traiter, et puis va donner les ordres aux effecteurs du mouvement. C'est le système locomoteur, les muscles, les os, les articulations, et le système cardio-respiratoire qui va fournir l'oxygène pour que les muscles puissent travailler. Alors, on sait que le risque de tomber augmente avec l'âge. En fait, pourquoi? Alors, pour se mettre debout et pour marcher, on met en jeu un grand nombre de parties de notre corps. Avec l'avancée en âge, il y a un certain nombre de modifications qui peuvent toucher ces parties-là et qui donc peuvent compromettre l'équilibre. Donc ça peut être des informations qui sont moins efficaces, par exemple lorsqu'on a une baisse de vision qui peut être liée à une cataracte, à une dégénérescence maculaire liée à l'âge, à un glaucome. Ça peut être aussi dû à la presbyacousie, c'est-à-dire la baisse de l'audition qui est liée à l'âge et qui touche surtout les sons aigus. Les autres récepteurs sont aussi moins efficaces. Le fonctionnement de notre cerveau peut également être modifié. Donc ça peut être par des maladies, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les accidents vasculaires cérébraux. La prise de certains médicaments peut aussi interférer avec le fonctionnement normal de notre cerveau. C'est principalement le cas des médicaments psychotropes, c'est-à-dire tous les calmants, les somnifères. Et puis il y a des toxiques aussi qui interfèrent avec le fonctionnement de notre cerveau. Le principal, c'est l'alcool. C'est vrai que même avec des doses faibles, ça peut entraîner un risque de chute. Et à côté de ces facteurs physiques, il y a des facteurs psychologiques. Les gens qui sont déprimés ont plus de risques de tomber. Les gens qui ont déjà peur de tomber ont aussi des modifications du fonctionnement de leur cerveau qui va augmenter ce risque de chute. Et dans ces cas-là, on est dans un cercle vicieux de la chute. Les effecteurs de la posture et du mouvement peuvent aussi être modifiés. C'est le cas du système locomoteur. Et à propos du système locomoteur, pouvez-vous nous en dire plus sur les modifications qui surviennent avec l'avancée en âge? À partir de l'âge adulte, notre composition corporelle va se modifier. On va avoir plus de masse grasse et moins de masse musculaire et moins de masse osseuse. Donc au niveau du muscle, entre 40 et 90 ans, on perd à peu près 40% de notre masse musculaire. Cette perte de masse musculaire, elle peut être associée à une perte de force musculaire, ce qui va avoir des conséquences sur les capacités fonctionnelles. Donc quand on a une perte de muscle qui est associée à une perte de force musculaire, on parle de sarcopénie. La sarcopénie, elle a un impact négatif à la fois sur les capacités des personnes, sur leur autonomie et puis sur leur santé de façon globale. Il y a des facteurs qui vont ralentir la perte musculaire avec l'avancée en âge. C'est principalement l'activité physique, l'alimentation qui est suffisamment riche en protéines pour pouvoir reconstruire du muscle, parce que les protéines sont les petites briques avec lesquelles on construit notre muscle, et puis les apports suffisants en vitamine D qui vont stimuler la synthèse musculaire. Au niveau de l'os, quand on perd de la masse osseuse et qu'on atteint un certain seuil, l'os va être fragilisé et on peut avoir des fractures pour des traumatismes qui sont même minimes, comme une chute de sa hauteur. Quand on atteint ce niveau, on parle d'ostéoporose. Donc pour ralentir la perte de masse osseuse et donc prévenir l'ostéoporose et les fractures qui lui sont liées, il y a certains facteurs qu'on va pouvoir modifier, et notamment l'activité physique qui revient souvent. Il faut aussi avoir une alimentation suffisamment riche en calcium et avoir de la vitamine D, parce que c'est grâce à la vitamine D qu'on va pouvoir absorber le calcium de notre alimentation. Les articulations peuvent être touchées, et donc on connaît bien l'arthrose qui entraîne à la fois des douleurs et des limitations des amplitudes articulaires, et ça va gêner le mouvement. Donc vous avez parlé des facteurs de risque liés à l'âge. Est-ce qu'il y a d'autres causes de perte d'équilibre? Alors, à côté de ces facteurs qui sont liés à la personne, il y a tous les facteurs qui sont liés à l'environnement. Lorsque nos capacités à maintenir notre équilibre sont altérées, on va avoir plus de mal à faire face à des obstacles ou à un manque de luminosité, par exemple. Et donc, ces facteurs
environnementaux vont s'ajouter aux facteurs physiques et psychologiques qui peuvent favoriser les chutes. D'accord. Et pourquoi c'est si important de préserver ces capacités d'équilibre? Eh bien, parce que les chutes sont très fréquentes. On sait que chez les plus de 65 ans, il y a une personne sur 3 qui va tomber chaque année. Chez les plus de 80 ans, c'est une personne sur 2. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que les chutes, elles peuvent avoir des conséquences sérieuses. Quand on tombe, on peut se blesser, on peut avoir une fracture, on peut être hospitalisé. Ça peut même entraîner des décès. Il y a 9000 décès par an qui sont liés à des chutes. D'accord. Mais on sait comment repérer les gens qui sont à risque de chute, comment réduire le risque de chute et comment réduire les conséquences de ces chutes. Alors, comment faire? Que puis-je faire, par exemple? Les moyens pour prévenir les chutes sont multiples. Ça passe déjà par l'alimentation. Ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée. L'enjeu est de couvrir les besoins en protéines et en calcium. Donc les protéines, on les trouve principalement dans la viande, les œufs, le poisson, et aussi dans certaines légumineuses. Et le calcium, on le trouve dans les produits laitiers. Après 65 ans, il est recommandé de consommer 2 portions de protéines par jour et 3 produits laitiers par jour, ce qui est supérieur à ce qui est recommandé pour les plus jeunes. Et puis à côté des apports alimentaires, il est également recommandé de prendre une supplémentation en vitamine D après 65 ans. Donc cette supplémentation, elle se fait sur prescription médicale et la plupart du temps sans dosage préalable. Donc il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant. Il faut aussi préserver ses sens. On a vu qu'ils avaient une importance grande dans le maintien de l'équilibre. Donc ça passe par une consultation avec un ophtalmologue pour s'assurer et prendre en charge de façon précoce s'il détecte une pathologie. Il faut aussi consulter un ORL si on a une baisse d'audition pour poser le diagnostic, éventuellement se faire appareiller. Et puis prendre soin de ses pieds en adoptant un chaussage adapté et en ayant recours à des soins de pédicure ou de podologue si nécessaire. Vous pouvez aussi réfléchir à l'aménagement de votre logement. Donc ça peut être des petits aménagements simples, comme mettre un tapis antidérapant dans la baignoire, mais ça peut être aussi des aménagements plus conséquents, par exemple de remplacer une baignoire par une douche. Et donc pour ces aménagements et cette sécurisation de votre logement, vous pouvez avoir recours au service d'un ergothérapeute. Vous n'avez pas évoqué pourquoi prendre des escaliers, parce qu'on disait que c'était un des messages prioritaires de ce programme. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est vrai que l'activité physique, c'est une composante essentielle dans la prévention des chutes. Donc ça va permettre déjà de renforcer les muscles, de travailler l'équilibre, d'améliorer les capacités cardio-respiratoires. Elle doit être régulière et puis adaptée aux capacités de chacun. Pour en savoir plus, nous avons sollicité l'avis de Laurence Kern, qui est enseignante-chercheuse en activité physique adaptée à la faculté de Nanterre. Nous parlons d'activité physique lorsqu'une personne bouge et qu'il y a des contractions musculaires. En fait, l'activité physique, c'est la contraction volontaire des muscles striés squelettiques, c'est-à-dire l'ensemble des muscles qui vont nous aider à faire des mouvements, donc à fléchir et étendre le bras, par exemple. Donc, à partir du moment où on a des contractions qui sont volontaires, du coup, on va parler d'activité physique. Ainsi, on va parler d'activité physique dans plusieurs sphères de notre vie, lors des déplacements, lorsqu'on va marcher pour aller faire des courses, par exemple, lors des tâches de la vie quotidienne, passer l'aspirateur, le balai, faire la serpillière, faire la vaisselle, tondre, sortir les poubelles, etc. Et on fait de l'activité physique aussi dans une journée de travail normale et lorsque on fait des loisirs, on fait de l'activité physique. Lorsqu'on s'occupe de nos proches, c'est aussi de l'activité physique à partir du moment où il y a des contractions volontaires des muscles striés. Donc en fait, c'est une super bonne nouvelle. On est beaucoup plus actif souvent que ce que l'on pense. Le sport est un sous-ensemble de l'activité physique. Ce qui va différencier le sport et l'activité physique, c'est que le sport va respecter des règles et sous l'égide d'une fédération. Et lorsque l'on fait du sport, on en fait pour une certaine finalité qui va être compétitive, battre un temps, battre un record ou arriver le premier. En fait, lorsque l'on fait du sport, on fait aussi et également de l'activité physique parce que le sport est un sous-ensemble de l'activité physique au même titre que les déplacements, le travail, les loisirs et les gestes de la vie quotidienne. Selon l'OMS, il est recommandé pour les personnes âgées, est appelé personnes âgées des personnes de 65 ans et plus, il est recommandé de faire au moins 150 minutes à 300 minutes par semaine d'activité physique à intensité modérée ou élevée, ou alors 75 minutes à 150 minutes par semaine d'activité à intensité plutôt élevée. Schématiquement, on dit qu'il faut faire 30 minutes d'activité physique par jour pour atteindre des effets positifs sur sa santé. Avec au moins 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire et puis au moins 3 fois par semaine des activités variées
qui vont permettre de solliciter l'équilibre, mais aussi des exercices de force. Si on ne respecte pas les recommandations de l'OMS, si on ne respecte pas cette quantité d'activité physique, alors on est qualifié d'inactif. Et l'inactivité entraîne des effets qui sont totalement délétères pour la santé. Ça peut être des maladies chroniques, des maladies cardio-respiratoires, etc., mais aussi entraîner des risques de chute. Donc là, je vais juste faire une petite précision. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre l'inactivité et la sédentarité. Donc d'un côté, on vient de voir qu'il était important d'être actif, de respecter les recommandations, sinon on était qualifié d'inactif. Et d'un autre côté, on a la sédentarité, c'est-à-dire le temps que l'on passe assis, assis ou en position semi-allongée, où on va dépenser moins de 1,6 mètres. En fait, c'est un moment où l'on ne se fatigue absolument pas. Selon l'ONAPS, qui est l'organisme national de l'activité physique et de la sédentarité, on est qualifié de sédentaire lorsqu'on passe plus de 6 heures assis par jour, sédentaire élevé, et sédentaire modéré si on passe entre 3 et 6 heures assis par jour. La sédentarité a aussi des effets délétères sur la santé qui peuvent se rapprocher des effets de l'inactivité. Là, ce qu'on vient de dire, en fait, c'est que je pourrais être actif, faire mes 30 minutes de marche par jour, mes 30 minutes d'activité physique par jour, et je peux être également sédentaire. Mais cette activité physique ne va pas contrebalancer les effets délétères de la sédentarité. Donc, en fait, il faut non seulement être actif, mais en plus diminuer ces temps de sédentarité ou casser ces temps de sédentarité en se levant. Donc, on recommande toutes les 2 heures au minimum. Donc ça, c'est le premier, le contexte en fait. Si je suis inactif et si je suis sédentaire, ben, du coup, on va voir qu'on est à risque de chute. Les risques de chute sont nombreux et ils peuvent être liés à 3 grandes composantes. On va parler de l'environnement, on va parler de comportements non sécuritaires et on va parler de risques de chute liés à la personne. Donc, les risques de chute liés à l'environnement, en fait, on va les avoir tant au domicile qu'à l'extérieur du domicile. Donc, au domicile, ça va être des aménagements qui sont totalement inadéquats. Un tapis qui est glissant, où on n'a pas mis d'antidérapant, c'est le sol qui peut être glissant. C'est des escaliers sans rampe, ce sont des fils électriques qui traînent au sol, etc., etc. À l'extérieur, ça peut être des obstacles, un mauvais éclairage, des feuilles mouillées, un sol inégal. Donc, ce sont des risques de chute qui sont liés à l'environnement. Donc, l'action pour éviter ces chutes-là, ben, ça va être d'aménager son environnement. On a des risques de chute qui sont liés à des comportements non sécuritaires. Monter sur une chaise pour aller chercher un plat qui est un petit peu caché ou derrière d'autres ustensiles. Ça peut être donc monter sur un escabeau, ça peut être décider de descendre un escalier sans allumer la lumière, etc. Ça peut être aussi lié à un mode de vie qui est délétère pour la santé. Mauvaise alimentation, consommation de boissons alcoolisées et l'inactivité physique. Donc ça, c'est notre deuxième catégorie, les risques de chute liés à des comportements non sécuritaires et à un mode de vie délétère pour la santé. Notre troisième risque de chute, ce sont des risques liés à la personne elle-même. Donc l'âge, au plus on est âgé, au plus on a des risques de chuter. Le genre, les femmes chuteraient plus que les hommes ou déclareraient peut-être chuter plus que les hommes. Avoir déjà chuté est un risque de chute. Mais aussi la peur de chuter ou avoir assisté à la chute de quelqu'un qu'on connaît ou on nous raconte que telle personne qu'on connaît a chuté, on n'a pas assisté, ça peut déclencher une peur de chuter. Cette peur de chuter se traduit par un manque de confiance en son équilibre également. Toujours des facteurs liés à la personne, ça peut être l'état de santé, ça peut être aussi les douleurs que l'on ressent, ça peut être des pathologies que l'on a, et aussi du coup le niveau de condition physique. Donc, quand j'ai parlé des risques de chute dans l'environnement, au niveau des comportements sédentaires et du mode de vie, et lié à la personne, j'ai parlé 2-3 fois d'éléments en lien avec l'activité physique. Soit un manque d'activité physique, une inactivité physique, ça peut être aussi donc dans les modes de vie une trop grande sédentarité, et un niveau de condition physique qui est plutôt faible. On s'aperçoit ainsi que l'activité physique en fait, a un rôle vraiment important à jouer sur l'équilibre et sur les risques de chute.
Son absence ou sa pratique totalement insuffisante va entraîner une diminution de la condition physique, qui va entraîner une diminution de la force musculaire. Cette diminution de la force musculaire va entraîner de plus grandes douleurs, une plus grande fatigue. Du coup, on va avoir moins envie de bouger, moins envie de sortir ou de rencontrer des gens parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal. Du coup, on va se restreindre dans nos activités. Cette restriction des activités va entraîner une moindre sollicitation des muscles et des articulations. Donc, on va à nouveau perdre de la masse musculaire et de la force musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie. On va perdre un petit peu en souplesse. On va avoir moins le moral. Et puis, du coup, on va avoir plus de douleur. Et puis, on va rentrer dans ce qu'on appelle le cercle vicieux du déconditionnement. Et c'est ce cercle vicieux du conditionnement qui est un véritable facteur de risque de chute et qui va entraîner non seulement une peur de chuter, parce qu'au moins j'en fais, au moins je vais avoir confiance en mes possibilités, mais qui va également entraîner un risque réel de chute parce qu'on va être beaucoup moins musclé, beaucoup moins souple, beaucoup moins équilibré et beaucoup moins endurant. C'est-à-dire que les activités que l'on va faire vont demander de plus en plus d'efforts, on va être de plus en plus essoufflé. Les chutes ont des conséquences désastreuses, mais en fait, la chute n'est pas une fatalité en soi. Donc, selon des études, et notamment dans le Lancet, sur des observations canadiennes, on voit qu'il est possible d'améliorer son équilibre en réalisant régulièrement des exercices. Alors, ces exercices, ça peut être se tenir sur une jambe, ça peut être aussi maintenir sa force musculaire, marcher plus de 30 minutes par jour, mais ça peut être aussi changer son mode de vie. C'est manger des protéines, faire attention à son apport en vitamine D notamment. C'est aussi aménager, comme on a dit, son environnement. En tant qu'enseignante-chercheuse en activité physique adaptée notamment, donc l'activité physique adaptée, c'est l'activité physique que l'on va proposer à des personnes qui ont des besoins particuliers. Donc, ça peut être des personnes âgées, mais aussi des femmes enceintes, mais aussi des enfants qui ont des problèmes de concentration. Donc, c'est vraiment un large panel des personnes qui ont besoin d'avoir une activité physique qui est adaptée parce qu'ils ont eu des fractures, un accident cardiovasculaire, etc. etc. Donc là, je vais vous parler plus en fait de ce qu'on fait en activité physique adaptée et on s'est rendu compte que des programmes d'APA avaient des effets positifs en fait sur l'équilibre des personnes, mais aussi sur la confiance des personnes quant à leur équilibre. Donc ces programmes d'APA sont conçus de façon à stimuler différents systèmes impliqués dans l'équilibre, comme la proprioception, mais aussi la force des jambes et la mobilité des chevilles. Donc, ces programmes permettent de renforcer différents groupes musculaires qui sont essentiellement impliqués dans le contrôle postural, mais également de travailler des réactions d'équilibration. Et ce qui est important, c'est tout en plaçant la personne en fait dans un contexte rencontré dans la vie de tous les jours. En fait, les exercices que l'on fait ont beaucoup plus d'impact s'ils sont contextualisés. Par exemple, lorsqu'on va demander à une personne de se lever 10 fois de sa chaise, de récupérer, de se lever à nouveau 10 fois de sa chaise, on va travailler les membres inférieurs et on va lui expliquer que travailler de cette façon-là va lui permettre de se lever beaucoup plus facilement et d'être beaucoup plus alerte et de se sentir mieux aussi. Donc, on essaye de contextualiser. Si on demande à des personnes de marcher, par exemple, en pas chassé, ça peut ne pas avoir de sens comme ça, mais si on explique, quand vous êtes dans un centre commercial, dans un bus ou dans un endroit où il y a beaucoup de monde, vous êtes amené à vous déplacer en pas chassé parfois. Voilà, vous savez le faire. On est en train de le travailler et vous maintenez cette compétence-là. Et donc, ça permet de stimuler toujours les muscles, mais aussi son équilibre et puis sa confiance en son équilibre. Plus concrètement, en fait, des activités comme le tai chi peuvent être proposées, mais aussi des parcours de santé. Donc, il y a des exemples de livres avec des parcours de santé qui sont proposés, qui sont vraiment très, très intéressants, où on va faire passer la personne dans des parcours avec des obstacles, des types de sols différents, mais aussi contourner des plots et qui permettent à nouveau de travailler les différents systèmes qui sont impliqués dans l'équilibre. Donc, on s'aperçoit qu'on va travailler l'équilibre, on va travailler les membres inférieurs, mais aussi c'est important de travailler les membres supérieurs qui sont impliqués dans le relevé, par exemple. Lorsque je suis au sol et que je vais devoir me relever, je vais devoir appuyer sur mes bras.
Et donc, il y a des programmes qui vont proposer des exercices pour apprendre à se relever du sol lorsqu'on a chuté ou avoir les bons gestes pour ne pas rester bloqué au sol, ce qui peut arriver à certaines personnes. Donc, ces programmes qui vont travailler sur l'équilibre, sur le renforcement musculaire, sur la souplesse, vont aussi parfois proposer des ateliers pour apprendre à se relever, ce qui est vraiment intéressant. À côté de ça, on peut travailler aussi le travail aérobie, c'est-à-dire faire un travail qui va faire des exercices qui vont aller au-delà de 6 minutes d'affilée. Et c'est bien au moins au-delà de 6 minutes. C'est-à-dire qu'on va essayer de marcher 6, 7, 8, puis arriver à 30 minutes, 1 heure, ce qui va permettre en fait d'entretenir notre endurance cardio-respiratoire. Bref, en fait, vous avez bien compris, ce qui est important, en fait, c'est de faire des exercices qui sollicitent les grands groupes musculaires, la mobilité articulaire, qui entretiennent ou développent aussi la force et l'endurance. Toutefois, à côté de ces approches qui sont des approches plutôt classiques, qui vont être basées sur le renforcement musculaire, l'équilibre, la souplesse, on a d'autres ateliers, d'autres programmes qui vont plus travailler sur le côté psychologique de la chute et notamment la confiance en son équilibre. Et des programmes qui vont travailler également sur le côté beaucoup plus cognitif. Alors, soit ça va être de la restructuration cognitive, changer ses pensées, changer ses croyances, en apportant des informations et des connaissances sur les chutes et les risques de chute, en fait. Donc, j'ai 2 programmes en tête. Donc, évidemment, le programme de l'ARS, Garder l'équilibre, et puis un programme qui s'appelle Équilibre à tout âge, où vraiment l'objectif de ces programmes, en fait, c'est d'améliorer, d'apporter des connaissances et des informations sur les chutes. Donc, quand on sait, en général, on a tendance à peut-être changer ses comportements, mais aussi travailler au niveau psychologique sur comment avoir confiance en mon équilibre et retravailler cette confiance dans notre équilibre. Ce qu'on constate également, c'est que ces programmes pluridisciplinaires qui travaillent tant le côté moteur, avec le renforcement musculaire, la souplesse, etc., l'équilibre, que le côté psychologique ou cognitif, avec la confiance en son équilibre et l'apport d'informations, de connaissances, ont des résultats qui sont meilleurs en termes d'équilibre que les résultats qui travaillent uniquement sur une seule dimension. Donc, il me semble que c'est important à signaler, et aller marcher, casser sa sédentarité, bouger, s'occuper de ses petits-enfants, c'est vraiment important. Mais on ne pourra prévenir les chutes vraiment que si c'est accompagné d'une bonne alimentation, d'une bonne hygiène de vie, mais aussi d'une confiance en soi, d'une confiance en son équilibre et des connaissances pour pas commettre des erreurs qui peuvent entraîner des chutes. Si je comprends bien, il faut que je bouge plus et que je me détache de mon écran. Nelly, concrètement, pouvez-vous nous montrer ce que propose le programme Garder l'équilibre ? Oui, tout à fait. Alors en fait, comme expliqué, le site Garder l'équilibre est un programme de prévention ludique à destination des adultes capables de prendre les escaliers. Donc effectivement, c'est un programme qui est à destination d'un public assez large, mais en fait, c'est parce que prendre soin de son équilibre n'est jamais trop tard. Le site internet vous propose de vous auto-évaluer. Donc en fait, le site vous propose un questionnaire vous permettant de faire le point sur votre risque de chute. Donc avec 4 petites questions qui vont vous permettre donc de voir si vous êtes sujet à la chute. Alors cela peut être très utile pour rapidement agir et en parler à votre médecin traitant. D'ailleurs, le site Garder l'équilibre vous propose un courrier à destination de votre médecin pour que vous puissiez en parler avec lui et choisir la meilleure solution ensemble. Il est aussi possible pour vous d'évaluer votre niveau d'équilibre. En fait, Garder l'équilibre vous propose de tester votre équilibre et de vous donner une sorte de petit suivi. Donc cela peut être assez sympathique de voir un petit peu où on en est, mais aussi, pourquoi pas, défier des membres de votre entourage pour ça. Donc voilà, on a parlé aussi de la vitamine D. Donc le site Garder l'équilibre propose une plaquette d'informations, donc expliquant un petit peu l'intérêt de la vitamine D, parce que effectivement, la carence en vitamine D est quelque chose d'assez fréquent, et notamment en Île-de-France. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller la consulter. Et sinon, si on veut en savoir plus, le site Garder l'équilibre est aussi une sorte de vitrine d'informations. C'est-à-dire qu'il vous propose de nombreux sites institutionnels avec des informations fiables et de qualité.
Donc, pour le bien vieillir, sur des thématiques comme la nutrition, l'aménagement de votre domicile ou encore l'activité physique. Par exemple, si vous souhaitez trouver une activité physique adaptée mais que vous ne savez plus trop où chercher, gardez l'équilibre au sens de nombreuses structures, clubs où vous pourrez largement trouver votre bonheur. Et comment mettre tous ces conseils en pratique? Alors, Garder l'équilibre vous propose aussi des jeux, donc des petits jeux assez simples, accessibles et ludiques, donc à faire seul ou en famille. Ça va, par exemple, le jeu de l'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le jeu de loi. Donc, c'est un jeu de loi assez classique, mais qui propose en fait des exercices vraiment tout simples qui permettent de préserver son équilibre simplement. Ça vous tente une petite partie? Allons-y. Allez, Avec plaisir. on va Passons à essayer. l'action. Du coup, alors voici le jeu de loi de la proprioception que j'ai pu télécharger et imprimer à la rubrique Renforcer votre équilibre du site. Donc c'est un jeu de loi classique, donc vraiment comme tous les autres petits jeux qu'on peut trouver. Alors sa particularité, c'est qu'il propose des exercices qui permettent de préserver son équilibre. Donc à savoir que toutes les consignes des exercices se trouvent sur le site internet. Ok, bon alors je vous propose de commencer. Allez Marina. Avec plaisir. Bon, On y allez, va. je me lance. Je lance le dé. Hop, 2. 1, 2. Ah, Ok. donc je me mets derrière le dos d'une chaise, si je C'est comprends ça, bien. derrière le dos d'une chaise pour plus de sécurité. D'accord. Donc là, comme vous avez pu le voir, c'est plutôt des talons-fesses alternés. Bon, Donc comme je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure, les consignes se trouvent sur le site internet. donc Normalement, j'en il y fais aura- combien? c'est 10. 4. Ça va, j'y arrive. Super. Anaïs, 7, on essaye? 8, Alors, à moi. 10. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors Ok, moi, il faut que je super. m'asseye. Alors là, on est assis sur une chaise. Ok, super. Alors là, on tend les jambes donc, de manière... Voilà, exactement. Droite puis gauche. Et combien il faut que je fasse C'est d'exercices? 10 encore une fois. Donc vous allez pouvoir le voir dans les consignes. Parfois, il y a 2 niveaux qui sont proposés. Donc par exemple, le niveau 1, ça va être 10 répétitions. Le niveau 2, ça va être 15 à 20 répétitions selon l'exercice en fait. Donc, On voilà. peut y aller progressivement. Exactement, Ah, tout à c'est fait. bien. Ça va. Ok, super. Bon, allez, je me lance aussi. Ah, Ok, on y va. Alors. Très bien. Alors moi, je suis sur la pointe des pieds. ouais. Donc, je peux avoir une chaise sur le côté pour me tenir, pour éviter les pertes d'équilibre. Mais sinon, on y va. Donc, pareil, pour moi, là, c'était 12 cette fois. D'accord. Bon, Et 12. effectivement, ça paraît simple. Mais oui, voilà, c'est Et super. de faire ça tous les jours, ça renforce l'équilibre. Exactement. Donc, si on peut Magique, faire ça hein. de temps en temps en famille, mais c'est vraiment super et c'est utile à quel que soit l'âge de la personne, finalement. Et faisable, quel que soit l'âge. Tout à fait. Merci Nelly pour Merci, toutes ces je vous en explications. On va s'y mettre. Eh bien, merci beaucoup pour cette démonstration. Nous avons pu voir toutes les richesses que contiennent le site. Les jeux sont très ludiques et donnent vraiment envie de s'y mettre. Je vais le conseiller à tout mon entourage et à toute ma famille. Je voulais remercier l'ARS de nous avoir fait confiance à Gérondif pour la reprise du programme et à Delta 7 de nous avoir permis de réaliser cette émission.